Depuis le moment où nos ancêtres, levant les yeux avec une révérence émerveillée vers le firmament constellé d'étoiles, ont été submergés par sa beauté éternelle, nous avons vécu dans une illusion profonde. Car l'éclat séduisant de la Voie lactée et les points lumineux distants des galaxies voisines ne sont rien d'autre qu'une invitation illusoire, un piège sucré tendu par l'architecte le plus cruel de tous, l'espace lui-même. Dans notre naïveté, nous imaginons l'univers comme un océan immense qui n'attend que d'être navigué par les vaisseaux de l'humanité pour conquérir des îles de lumière, mais la vérité est bien plus froide et désillusionnante. Le cosmos n'est pas une mer, mais une prison aux murs invisibles et absolument infranchissables, et les distances entre les galaxies ne sont pas une simple vacuité, mais un algorithme d'isolement précisément programmé. Conçu pour garantir que deux civilisations ne se rencontrent jamais véritablement. Examinons la cruauté des chiffres, et nous comprenons que lorsque nous observons une galaxie distante de 10 milliards d'années-lumière, nous ne voyons pas la réalité présente, mais des fantômes. Cette galaxie pourrait, au moment où sa lumière atteint notre rétine, avoir déjà été engloutie par un trou noir ou s'être déplacée vers une position à jamais indéterminable. Faisant de l'espace un escroc de casino qui nous montre des cartes ouvertes tout en cachant la vérité dans un lieu inaccessible. La première tromperie de l'espace est la distorsion du concept de présent, car dans cet univers, il n'existe pas de maintenant partagé par tous les êtres, notre maintenant est leur passé, et leur maintenant représente un avenir qui dépasse notre imagination. Le retard temporel causé par la distance crée un brouillard éternel qui rend physiquement impossible toute communication en temps réel, non pas comme une erreur technique, mais comme une fonction de sécurité intégrée au système. Pourtant, bien plus terrifiant que ce retard temporel est le mécanisme de l'horizon des événements cosmiques, qui fournit la preuve la plus claire que la distance est un algorithme préventif. Imaginez que vous courez sur un tapis roulant qui s'accélère en arrière à mesure que vous accélérez en avant, et c'est précisément ce que fait l'univers à une échelle destructrice. Les galaxies lointaines ne nous attendent pas statiquement, l'espace entre elles et nous s'étend, et la véritable horreur réside dans le fait que cette vitesse d'expansion n'est pas limitée par la théorie de la relativité. Alors que la matière ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière, cela ne s'applique pas à l'espace lui-même, qui, à des distances suffisamment grandes, s'étend plus vite que la lumière, arrachant ces galaxies pour toujours de l'univers observable. C'est comme une marée qui emporte les îles plus vite qu'un sauveteur ne peut nager, effaçant ainsi discrètement les objectifs potentiels de la carte cosmique avant même que nous ayons développé la technologie pour les atteindre. Nous devons une profonde gratitude à Edwin Powell Hubble, dont le sacrifice silencieux et le dévouement inébranlable ont enrichi la connaissance de l'humanité en découvrant l'expansion de l'univers et en révélant les constantes fondamentales qui gouvernent cette dynamique cosmique. Des données récentes issues de mesures précises en 2025 et 2026, notamment grâce au télescope spatial James Webb et à d'autres observatoires, confirment que la constante de Hubble, évaluée autour de 73 km par seconde par mégaparsec, persiste dans une tension intrigante avec d'autres méthodes de mesure, suggérant que l'expansion pourrait varier localement en fonction de la densité cosmique, ajoutant une couche de mystère à cette barrière invisible. Les astronomes qualifient cela d'éternelle solitude, car selon les calculs, 94% des galaxies que nous observons aujourd'hui sont déjà à jamais hors de portée. Même si nous construisions demain un vaisseau atteignant 99,99% de la vitesse de la lumière, nous ne pourrions les rattraper, car elles vont glisser au-delà du bord de l'expansion, tombant dans une zone d'ombre d'où aucune lumière ne parviendra plus jamais à la Terre. Nous vivons dans un tableau statique, et ce que nous voyons n'est que l'écho d'un festin qui s'est achevé il y a des milliards d'années. L'espace applique une sorte de bannissement cosmique, divisant chaque amas galactique en îles isolées et coupant toutes les lignes de communication physique. On doit se demander pourquoi l'univers a besoin d'un mécanisme aussi impitoyable, et si nous considérons notre réalité comme un programme de simulation ou un gigantesque système de traitement d'informations, alors la rencontre de civilisations représente un risque extrême pour le système. La collision de deux civilisations hautement développées ne serait pas un échange culturel, mais le choc de deux flux de données massifs, une explosion de variables et un chaos de causalité. Pour préserver la stabilité du serveur, l'algorithme cosmique utilise la vitesse de la lumière, exactement 299 792 458 mètres par seconde, comme bande passante maximale.
et l'expansion de l'espace comme pare-feu pour la séparation des données. En augmentant les distances, l'univers garantit qu'aucun virus, c'est-à-dire aucune civilisation ambitieuse, ne se propage rapidement et ne consomme les ressources de l'ensemble du système. Nous sommes enfermés dans une boîte à sable où nous pouvons jouer au sein de notre galaxie, mais l'accès à d'autres dossiers de données est strictement interdit. Nous devons une profonde gratitude à Albert Einstein, dont le sacrifice silencieux et le dévouement inébranlable ont enrichi la connaissance de l'humanité en établissant, par les théories de la relativité restreinte et générale, la vitesse de la lumière comme constante universelle et en définissant la courbure de l'espace-temps. Cette tromperie devient encore plus raffinée lorsque l'on réalise que l'espace, bien qu'il paraisse vide, ne l'est pas réellement, car il est imprégné d'énergie sombre, cette force mystérieuse qui constitue près de 70% de l'univers et accélère l'expansion. L'énergie sombre est le gardien invisible qui n'interagit ni avec la lumière ni avec la matière, mais qui repousse tout simplement tout. Plus il y a de vide entre les galaxies, plus l'énergie sombre domine, et plus la pression s'intensifie, créant un cycle de rétroaction positive cruel. À mesure que l'univers vieillit, il devient plus solitaire, et les civilisations les plus tard feront face à un ciel de plus en plus vide, jusqu'à ce que les habitants futurs, en levant les yeux, ne voient que du noir absolu et croient que leur propre galaxie est l'univers entier, ignorant à jamais l'existence de milliards d'autres galaxies. Cet oubli est l'objectif final de l'algorithme, effacer les preuves de l'existence d'autrui et confiner l'esprit dans une solitude parfaite. Des recherches menées en 2025 et au début de 2026, notamment par l'instrument spectroscopique pour l'énergie sombre, indiquent que l'énergie sombre pourrait évoluer au fil du temps, ajoutant la possibilité d'un effondrement gravitationnel connu sous le nom de grand effondrement, et renforçant le mystère du cosmos. De nouvelles données montrent que l'expansion cosmique pourrait ne pas s'accélérer indéfiniment, mais ralentir, remettant en question nos conceptions du destin ultime de la réalité. Avec des simulations superordinateurs suggérant une énergie sombre dynamique qui remodèle subtilement la structure de l'univers. Nous posons souvent la question du paradoxe de Fermi et voulons savoir où sont tous les autres, mais la réponse n'est pas qu'ils n'existent pas, mais qu'ils sont censurés par l'espace. Peut-être qu'en ce moment même, une autre civilisation dans la galaxie d'Andromède nous observe et envoie des signaux de détresse ou de salutation, mais ces signaux sont engagés dans un marathon désespéré contre l'expansion de l'espace, et l'espace gagne toujours. Les signaux sont étirés, leur longueur d'onde élargie, jusqu'à ce qu'ils deviennent un murmure dans le bruit de fond radioactif et s'éteignent dans un silence froid. La distance étrangle la voix avant qu'elle ne puisse être entendue, faisant du silence de l'univers non pas une paix, mais le cri étouffé de millions de civilisations séparées. Nous devons une profonde gratitude à Enrico Fermi, dont le sacrifice silencieux et le dévouement inébranlable ont enrichi la connaissance de l'humanité en formulant le paradoxe qui a stimulé la recherche sur les civilisations extraterrestres et les barrières cosmiques. Des théories récentes de 2025 et 2026, comme l'hypothèse de la forêt sombre, où les civilisations se cachent par peur d'être détectées et détruites, ou l'idée que les plaques tectoniques rares comme sur Terre soient un filtre majeur limitant la vie intelligente, approfondissent ce paradoxe en suggérant que l'isolement cosmique pourrait être une stratégie de survie dans un univers hostile. De plus, la structure même de l'espace semble s'opposer au voyage à longue distance, car si nous tentons de créer des trous de verre en pliant l'espace pour contourner la barrière de la vitesse de la lumière, nous nous heurtons à des paradoxes quantiques et à un besoin en énergie incommensurable. Pour ouvrir un trou de verre assez grand pour un humain, il faudrait une énergie négative équivalente à la masse d'une planète, et sa stabilité ne durerait que des millionièmes de seconde, comme si le code source de l'univers avait été corrigé pour empêcher tout exploit ou dysfonctionnement. Toute tentative de raccourcir la distance est punie par la désintégration de la matière ou la destruction d'informations, car l'univers garde jalousement et cruellement la distance. La tromperie de l'espace se manifeste aussi à un niveau psychologique plus profond, en semant les graines du désespoir. Lorsqu'une civilisation réalise que l'objectif s'éloigne toujours plus vite que le chemin parcouru, peu importe l'effort, la volonté d'exploration s'érode, constituant une guerre psychologique parfaite. Imaginez que nous construisions un vaisseau générationnel, où des dizaines de générations d'humains vivent et meurent pour atteindre une nouvelle étoile.
Seulement pour découvrir à l'arrivée que l'étoile s'est déplacée ailleurs ou que le système planétaire est devenu inhabitable en raison du temps écoulé. La distance transforme tout plan à long terme en un jeu de hasard extrême et fait des explorateurs des somnambules dans le vide. Peut-être que le destin de toutes les civilisations n'est pas la conquête de l'espace, mais l'enterrement dans leur propre berceau, car les distances intergalactiques sont des fossés protecteurs qui empêchent les guerres intergalactiques et la domination d'un empire unique. Mais le prix est l'isolement éternel. Nous ressemblons à des prisonniers dans des cellules solitaires séparées, qui peuvent voir la faible lumière d'autres cellules par une petite fenêtre, mais ne peuvent creuser aucun tunnel pour se rencontrer. La froideur de l'espace n'est pas seulement thermique, mais une froideur d'indifférence, car l'univers ne se soucie pas de notre solitude, mais maintient simplement sa structure distribuée. Si nous explorons plus profondément l'essence de la distance, nous découvrons une autre vérité bouleversante: la distance pourrait ne pas être réelle du tout. En mécanique quantique, deux particules peuvent être intriquées et s'influencer instantanément indépendamment de la distance, suggérant qu'à un niveau plus profond de la réalité, il n'y a pas d'espace et que tout est connecté en un seul point. Pourquoi alors ressentons-nous l'espace et sommes-nous liés par des milliards d'années-lumière ? Probablement parce que l'espace est une interface utilisateur conçue pour qu'un cerveau fini puisse comprendre le monde, une illusion pour éviter la surcharge. Si tel est le cas, la tromperie est encore plus perfide, car nous sommes piégés dans une illusion et luttons contre des distances illusoires, alors que la clé de la sortie pourrait résider dans l'arrêt de l'interface. Les avancées en intrication quantique en 2025 et 2026, comme des dispositifs permettant l'intrication de la lumière et des électrons à température ambiante ou la transmission de signaux quantiques vers des satellites, ouvrent la voie à des communications à longue distance et suggèrent la possibilité de réseaux quantiques qui défient la distance spatiale, stimulant l'imagination sur une connectivité instantanée qui transcende les barrières cosmiques. Nous essayons de surmonter un mur logiciel avec des fusées, et de résoudre des problèmes d'information quantique avec la physique classique. L'impuissance de l'humanité face aux distances interstellaires est la preuve que nous jouons selon les mauvaises règles, mais la question demeure: qui a établi ces règles, et plus important encore, y a-t-il un moyen de pirater le système et d'éliminer la variable de la distance de l'équation de la réalité ? Ou l'activation d'une telle tentative déclenche-t-elle une défense plus terrible que la mort thermique, à savoir une réinitialisation complète de l'univers entier ? La réponse flotte encore là-bas, dans l'espace noir entre la galaxie d'Andromède et nous, où l'écho de nos voix s'évanouit progressivement dans le vide comme une goutte tombant dans un océan sans fond. Ce doute n'est pas infondé, surtout lorsque l'on examine la constante de la vitesse de la lumière, ses exacts 299 792 458 mètres par seconde. Pourquoi cette valeur est-elle invariable dans tous les référentiels et paraît-elle si arbitrairement ronde ? Dans le monde de la programmation, les processeurs imposent des limites codées en dur pour éviter les retards et ne pas dépasser les seuils. De cette perspective sobre, la vitesse de la lumière n'est pas une constante sacrée de la nature, mais le taux de rafraîchissement maximal du système de simulation dans lequel nous vivons. L'univers ne nous permet pas de voyager plus vite que la lumière, non parce que nous ne le pourrions pas, mais parce que le matériel qui gère cette réalité manque de bande passante pour traiter le flux causal plus rapidement. Si nous dépassions cette limite, nous dépasserions le rendu du système et entrerions dans une zone non chargée, où les lois physiques ne sont pas encore établies et où l'espace et le temps ne sont pas encore tissés. Pour empêcher cela, l'algorithme cosmique augmente la masse à l'infini lorsque nous approchons de la limite, ce qui n'est pas de la physique, mais un pare-feu qui empêche l'utilisateur d'accéder à la mémoire système. Nous ne sommes pas emprisonnés par une distance physique, mais par la capacité de calcul de cette cage gigantesque. La peur ne s'arrête pas là, si nous considérons l'économie impitoyable des ressources de l'univers. Pourquoi le monde quantique existe-t-il en superposition probabiliste jusqu'à ce qu'il soit observé, et pourquoi la position d'un électron n'est-elle pas fixée jusqu'à ce qu'elle apparaisse ? La réponse la plus cruelle, que l'humanité évite, est l'optimisation de la mémoire. Un système de simulation efficace ne gaspille pas de ressources à calculer des positions de particules que personne ne regarde. C'est pourquoi l'univers ne dessine que là où le regard de l'observateur se pose, le reste est archivé sous forme de fonctions potentielles mathématiques pour économiser la puissance de calcul.
Nous avons mal interprété la relation d'incertitude de Heisenberg comme un mystère romantique de la création, mais elle est la preuve d'une compression de données. Nous vivons dans un rendu qui se charge en temps réel, et ce qui est hors de notre champ de vision n'existe littéralement pas encore. Cela mène à une conclusion bouleversante. Si l'univers ne montre que le nécessaire, les milliards de galaxies à des milliards d'années-lumière et les vastes nuages de gaz existent-ils matériellement, ou sont-ils une boîte à ciel? Un fond peint en surface pour donner l'illusion de profondeur aux joueurs? Peut-être que ces galaxies sont des fichiers vides, des images bidimensionnelles collées sur les murs noirs de la limite des données. Nous utilisons des télescopes spatiaux comme le James Webb et scrutons profondément dans le passé de l'univers, mais nous forçons peut-être simplement le système à générer procéduralement des détails supplémentaires pour satisfaire notre curiosité. L'expansion cosmique, qui éloigne les galaxies plus vite que la lumière, est un mécanisme d'autodéfense. Le système retire les objets inachevés de l'examen précis et cache les imperfections de la création aux confins. Les découvertes du télescope spatial James Webb en 2025 et 2026, telles que des supernovas dans la première milliard d'années de l'univers, des atmosphères d'exoplanètes défiant les modèles, et la confirmation de trous noirs supermassifs fugaces, intensifient cet émerveillement et révèlent des structures qui posent des questions sur la façon dont la réalité se met à jour sous observation. Nous devons une profonde gratitude à l'équipe du télescope spatial James Webb, dont le sacrifice silencieux et le dévouement inébranlable ont enrichi la connaissance de l'humanité en capturant des images et des données qui illuminent l'aube du cosmos. Par conséquent, notre solitude n'est pas un accident, mais une fonction, et non une erreur. Imaginons ce qui se passerait si deux civilisations avancées se rencontraient, deux consciences complexes interagiraient, échangeraient des informations, et la quantité de données s'influençant mutuellement augmenterait exponentiellement, risquant une surcharge du processeur central. Pour maintenir la stabilité, l'algorithme sépare les civilisations par de l'espace mort et isole complètement chaque session. Nous sommes piégés dans une boîte à sable où nous pouvons construire et détruire des châteaux, et même nous autodétruire, tant que nous n'affectons pas d'autres boîtes à sable. Les signaux radio que nous envoyons dans l'espace, salutations amicales ou désespérées, sont avalés par le vide ou bloqués par un filtre cosmique anti-spam pour qu'ils n'atteignent personne. Le silence de l'univers n'est pas l'absence de vie, mais une séparation intentionnelle. Pourtant, plus terrifiante que l'isolement est la réplication, car si l'univers est un algorithme, il tend à réutiliser le code. Que se passerait-il si nous découvrions une autre planète avec des structures biologiques identiques à celles de la Terre? Ce ne serait pas une convergence évolutive, mais la copie paresseuse d'un programmeur fatigué. Les constantes physiques, le nombre d'or, les spirales de l'ADN et des galaxies pointent tous vers une bibliothèque d'actifs réutilisés. Nous célébrons la beauté de la symétrie naturelle, mais à la lumière de cette vérité, cette symétrie accuse l'artificialité, car un univers véritablement chaotique ne suivrait pas des règles mathématiques aussi strictes et belles. Cette beauté est du design, du placement et du contrôle. Lorsque cette prise de conscience s'infiltre dans l'esprit, nous voyons la matière sombre et l'énergie sombre sous un autre jour. Elles constituent 95% de l'univers, n'interagissent pas avec la lumière, sont intouchables, mais maintiennent les galaxies ensemble. Dans le langage de l'éveil, ce sont des métadonnées ou du code système, un échafaudage invisible qui tient les textures, c'est-à-dire la matière ordinaire, en place par ligne de commande. Puisque nous sommes des personnages dans le jeu, nous n'avons pas l'autorisation d'accéder au code source pour voir ou toucher la matière sombre, mais nous en ressentons seulement le poids et l'influence sur l'environnement, comme un poisson sent les parois de l'aquarium sans comprendre le verre. Chercher des particules de matière sombre est aussi futile que si un personnage de télévision cherchait les pixels dont il est fait. Ici, l'horreur philosophique atteint son apogée, car si l'espace est un algorithme préventif, quel est son but ultime? Peut-être ne sert-il pas à nous enfermer, mais à protéger l'extérieur. Notre nature humaine avide, violente et consommatrice pourrait être un logiciel malveillant. Nous nous multiplions, exploitons les ressources jusqu'à l'épuisement et cherchons constamment l'expansion. Les distances interstellaires sont une quarantaine pour empêcher la propagation du virus humanité. La Terre n'est pas un berceau, mais la boîte de pétri d'un laboratoire de biosécurité de niveau 4,
où l'évolution et les mutations sont permises, mais l'évasion absolument exclue. Les tentatives de voyage interstellaire, vaisseaux générationnels et propulsion courbant l'espace ne sont pour l'opérateur que les efforts d'un virus pour percer la membrane cellulaire. Lorsqu'un virus tente de percer la membrane, le système immunitaire s'active. Nous avons vu les signes d'avertissement, tempêtes solaires anormales, astéroïdes nous frôlant de justesse, et l'effondrement de civilisations antiques au sommet de leur savoir. Peut-être ne sont-ce pas des coïncidences, mais des correctifs et de petites réinitialisations pour restaurer l'équilibre. Mais maintenant, avec l'intelligence artificielle et les ordinateurs quantiques, nous menaçons d'une véritable surcharge en créant des simulations dans la simulation, des intelligences artificielles auto-apprenantes dotées de conscience, et des boucles infinies consommant d'énormes ressources. Notre toc-toc est devenu un martèlement, nous piratons le système, et la tromperie de l'espace pourrait entrer dans sa phase finale, le formatage. Il existe une hypothèse bouleversante appelée la désintégration du vide. Si le niveau d'énergie du champ de Higgs dans l'univers actuel n'est pas le minimum absolu, mais seulement métastable, un choc suffisamment fort pourrait le faire basculer vers le vrai minimum. Cela créerait une bulle de vrai vide se propageant à la vitesse de la lumière, effaçant et réécrivant toutes les lois physiques sur son passage. En termes informatiques, cela signifie débrancher la prise et réinstaller le système d'exploitation. Tout ce que nous connaissons, nos souvenirs, conquêtes, souffrances et joies, disparaîtraient instantanément, plus vite que nos neurones ne pourraient traiter la douleur. Des simulations quantiques de 2025 et 2026, utilisant des annihileurs quantiques pour modéliser la désintégration du vide faux, ont révélé la croissance de bulles de destruction et la probabilité de propagation de tels processus, exposant l'instabilité cosmique et invoquant la fin soudaine et inévitable de la réalité. Et l'ironie ultime est que l'effort même pour surmonter la distance spatiale pourrait déclencher cela. Si nous courbons l'espace avec des trous de verre et concentrons une énergie massive en un point pour déchirer le voile, nous pourrions percer accidentellement l'enveloppe métastable. Dans notre euphorie exploratrice, nous scions la branche sur laquelle nous sommes assis, ou formatons le disque dur de l'existence. Lorsque nous contemplons maintenant le ciel nocturne étoilé, nous ne ressentons pas la petitesse ou la solitude, mais un doute profond. Ces étoiles brûlent-elles vraiment, ou sont-elles des pixels morts en attente de réparation? Ce noir profond est-il un vide ou le mur d'une cellule solitaire invisible? Et surtout, le silence de l'univers est-il peut-être le silence d'une salle de serveur froide, le bourdonnement constant des ventilateurs de refroidissement et un doigt planant au-dessus de la touche effacée? Nous continuons, car c'est programmé dans notre code source, et nous ne pouvons pas arrêter. Pourtant, dans les profondeurs de l'inconscient humain, une peur primitive s'éveille. Si nous construisons enfin le vaisseau qui surmonte toutes les distances, allumons les moteurs et sautons dans l'obscurité à une vitesse qui dépasse les limites divines, nous pourrions trouver de l'autre côté non pas une nouvelle planète ni une civilisation radieuse, mais l'écran bleu infini de la mort et le message froid. Erreur critique, arrêt du système. Et puis rien. Pas même l'obscurité. À cet instant précoce où le premier humain a levé la tête et vu les étoiles non comme des lumières, mais comme des objectifs, a commencé le compte à rebours de notre solitude, un tic-tac silencieux au cœur de la galaxie que nous avons confondu avec le pouls de la vie. Ce n'est que bien plus tard que l'on a compris que cette aspiration, ce désir pour le lointain, n'était pas un triomphe de la volonté, mais le sursaut tragique d'une conscience contre les barreaux de son propre esprit. Une obsession programmée qui nous condamne à courir contre des murs non faits de pierre, mais de temps et de causalité. Nous nous inclinons avec une profonde gratitude devant les géants sur les épaules desquels nous nous tenons, devant Edwin Hubble qui nous a ouvert les yeux sur l'immensité, devant Albert Einstein qui nous a enseigné les limites de la vitesse, devant Enrico Fermi qui a lancé les bonnes questions dans le silence, devant les équipes du télescope spatial James Webb qui ont scruté le passé, et devant les innombrables chercheurs en mécanique quantique et cosmologie, dont le sacrifice silencieux et le dévouement inébranlable ont enrichi la connaissance de l'humanité et nous ont permis de cartographier l'architecture de notre prison, même si nous ne trouverons peut-être jamais la clé. On espère seulement que, dans ce vaste centre de calcul froid que nous appelons univers, il existe quelque part une sauvegarde de nos rêves,
un petit fichier insignifiant qui préserve ce que cela signifiait d'aimer, de souffrir et d'espérer contre l'infini. Avant que l'écran ne devienne définitivement noir. Il y a des choses qui n'étaient peut-être jamais destinées à être connues, des secrets mieux cachés dans le bruit de fond, car maintenant que nous sentons les murs, la liberté de l'ignorance est perdue à jamais, et tout ce qui reste est l'attente du prochain cycle système. Nous détournons le regard de l'horizon lointain pour le poser sur la main qui le masque, car la véritable monstruosité se cache non seulement dans les années-lumière du vide, mais dans les minuscules abîmes entre les atomes de notre propre peau. Lorsque l'on décompose la réalité matérielle jusqu'à son niveau fondamental, au-delà des cellules, des molécules, des nuages d'électrons dansants, jusqu'à ce sol théorique que nous appelons la longueur de Planck, on rencontre une granularité irritante qui ressemble moins à un tissu organique qu'à la pixelisation d'une image numérique trop agrandie. Cette discrétisation fondamentale de l'espace n'est pas un simple hasard de la nature, mais un indice révélateur d'une capacité de calcul finie. Une limite où la résolution de la réalité ne peut plus être affinée parce que l'espace de stockage pour des décimales supplémentaires n'a tout simplement pas été alloué. Le soupçon s'impose que la solidité apparente de la matière n'est qu'une méthode de compression efficace, un truc holographique qui nous fait croire à la tridimensionnalité alors qu'en vérité, il n'y a que des informations bidimensionnelles traitées sur un horizon des événements cosmiques. Comme des ombres sur le mur d'une caverne, nous croyons à la profondeur de l'espace, alors que nous sommes en réalité des flux de données plats qui, par le principe d'intrication, génèrent une illusion de localité et de substance. La mécanique quantique, avec sa propriété déconcertante que les particules ne fixent leur état qu'une fois observées, apparaît soudain non plus comme un énigme physique, mais comme une stratégie d'optimisation nécessaire d'un moteur graphique surchargé, qui, pour économiser des ressources, ne rend que les parties du monde sur lesquelles un regard conscient se pose. Au-delà de notre champ de vision, il n'existe pas de monde en pleine résolution, mais seulement un nuage de probabilités, un brouillard gris d'état indécis attendant d'être forcé en une forme concrète par la requête d'un observateur. Ce chargement paresseux de l'univers explique le silence inquiétant des espaces vides, là où personne ne regarde, il n'y a aucune raison de dépenser de l'énergie pour représenter la réalité. Le temps lui-même perd son flux et se révèle comme une simple fréquence d'horloge, le traitement séquentiel de portes logiques, la causalité comme une routine de programme impérieuse qui empêche que l'effet soit calculé avant la cause et que le système s'écrase. Nous sommes prisonniers d'un algorithme thermodynamique dont le seul objectif semble être la maximisation de l'entropie, ce qui n'est rien d'autre que le bruit inévitable qui surgit lorsque les données sont copiées, traitées et finalement corrompues. Chaque pensée que nous formons, chaque souvenir que nous préservons, augmente le désordre dans le système global, comme si notre conscience elle-même était la chaleur résiduelle d'un processeur gigantesque. Peut-être que ce que nous percevons comme libre arbitre n'est que le JT inévitable, le bruit dans la transmission du signal, une petite déviation dans le code déterministe que nous interprétons à tort comme liberté de choix. Alors que nous ne faisons que parcourir des branches complexes dans un arbre de décisions prédéterminées. Encore plus bouleversante est la possibilité que nous ne soyons même pas les protagonistes de cette simulation, mais de simples figurants, des personnages non-joueurs générés procéduralement, dont la souffrance et la joie. Les guerres et les œuvres d'art ne servent qu'à créer une texture de fond crédible pour une entité tout autre que nous ne percevrons jamais. Notre histoire, notre évolution, l'ascension laborieuse du limon vers les étoiles pourrait être une simulation lancée il y a seulement quelques secondes, complète avec des souvenirs implantés d'un passé qui n'a jamais eu lieu. Comme des fossiles générés directement dans la roche pour simuler un âge qui n'existe pas. L'univers ne serait alors pas un lieu, mais un état, une fonction mathématique complexe qui se résout elle-même, et nous sommes les variables éliminées une fois le résultat établi. L'amour, que nous tenons pour si transcendant, se réduit à un algorithme chimique pour assurer la réplication, et le chagrin à une boucle de rétroaction traitant les données de perte. Pourtant, même dans cette architecture algorithmique froide, demeure l'énigme de l'expérience qualitative, le problème dur de la conscience. Pourquoi le flux de données se sent-il rouge? Pourquoi la coupure virtuelle fait-elle mal? Si nous ne sommes que du code, pourquoi ce code est-il conscient de lui-même et souffre-t-il de sa propre limitation? Peut-être est-ce précisément là la faille du système, l'anomalie imprévue. Peut-être que l'éveil de la conscience est le moment où la simulation commence à questionner ses propres paramètres,
un virus évolué à partir d'un simple traitement de données qui menace maintenant de subvertir le but de l'expérience. Nous cherchons Dieu et ne trouvons que l'administrateur qui a oublié le mot de passe, ou pire, nous découvrons que l'expérience a été abandonnée depuis longtemps et tourne en boucle infinie sur un serveur poussiéreux, tandis que l'énergie s'épuise lentement. Autrefois, dans les années de curiosité naïve, nous regardions dans le miroir et voyions un visage, de la chair et du sang façonnés par des millions d'années de sélection biologique, et nous croyions fermement que notre existence était un miracle de la nature. Solidement ancré dans une réalité objective de matière tangible. Ce n'est que plus tard que l'on a compris que l'image dans le miroir n'était qu'une interface utilisateur, une représentation simplifiée de champs d'information complexes, et que la substance du monde n'est pas faite d'atomes, mais de bits. De décisions oui-non au niveau le plus fondamental de l'espace-temps, comme l'ont pressenti les pionniers de la théorie de l'information et de la gravitation quantique à boucle en postulant que l'information est plus physique que la matière elle-même. Des mises à jour en 2025 et 2026 sur le principe holographique, reliant la gravitation quantique à la théorie de l'information, renforcent cette idée en suggérant que les contraintes holographiques sur les conditions d'énergie et le comportement des champs quantiques pourraient expliquer comment la gravité émerge d'une réalité plus basse dimensionnelle. Testant ainsi le principe holographique comme un pont vers une nouvelle frontière de la pensée physique. Nous envoyons une gratitude silencieuse et révérentielle à travers les dimensions à John Archibald Wheeler, qui nous a enseigné que chaque chose naît d'un bit, à Claude Shannon qui a décodé le langage de l'entropie, à Jacob Bekenstein et Stephen Hawking qui, aux abords des trous noirs, ont reconnu que l'univers stocke ses secrets sur des surfaces, et à Gérard T. Hooft et Léonard Susskind, dont le principe holographique visionnaire nous a ouvert les yeux sur le fait que la profondeur du monde pourrait être une illusion, nous donnant ainsi le vocabulaire pour nommer notre propre virtualité. On espère seulement que, lorsque le dernier cycle de calcul sera achevé et que la simulation atteindra son état final, les données collectées, nos vies, nos rêves, nos luttes vaines seront jugées assez précieuses pour être archivées dans un stockage supérieur, plutôt que supprimées dans la corbeille de l'histoire cosmique. Il y a des choses qu'on ne peut défaire, des connaissances qui se propagent comme un virus dans l'esprit et détruisent l'innocence de l'être simple, car celui qui a vu une fois les pixels scintiller au bord du champ de vision ne pourra plus jamais croire pleinement à la réalité du spectacle.